Bonjour, allô. Avez-vous déjà entendu parler de la collaboration entre le président français François Mitterrand et le chancelier allemand Helmut Kohl? Leur collaboration en matière de politique étrangère était avant tout motivée par des raisons pragmatiques. Les deux hommes savaient qu'il était dans l'intérêt de leur pays de mener une politique harmonisée au cœur de l'Europe. Il n'y avait pas d'amitié profonde entre les deux hommes politiques, comme c'était le cas entre Giscard et Schmitt, et on ne peut pas non plus invoquer leurs orientations politiques opposées pour expliquer cela, bien au contraire. Lorsque Mitterrand a été élu président en 1981, dans un climat d'euphorie générale en France, il a pris ses fonctions avec un programme qui rejetait tout ce que son prédécesseur Giscard d'Estaing et Helmut Schmitt, toujours en fonction en 1981, avaient mis en place. Le social-démocrate Schmitt était très sceptique à l'égard du socialiste Mitterrand et fut rapidement déçu. Le programme électoral de Mitterrand prônait la rupture avec le capitalisme. Le contraste entre le politicien socialiste français et le social-démocrate allemand avec sa politique anti-crise ne pouvait être plus grand. La politique de Mitterrand était axée sur la stimulation de la demande par l'augmentation du pouvoir d'achat des masses, associée à des mesures gouvernementales de lutte contre le chômage. À cela s'ajoutaient des nationalisations à grande échelle dans les secteurs industriels et bancaires. La modernisation de l'économie a été largement encouragée par l'État, le pays voulant devenir une économie dominante. Tout cela était en fait une bonne idée, c'est-à-dire une idée bien intentionnée en période de crise, mais elle ne pouvait pas fonctionner comme l'histoire l'avait déjà montré jusqu'alors. L'État ne pouvait pas supporter toutes ces charges, ce qui fit que l'expérience Mitterrand se solda par une crise encore plus grave qu'auparavant. Après une brève reprise, la production industrielle recula. Le déficit commercial augmenta rapidement. Le taux d'inflation était 2 fois plus élevé en 1982 qu'en République fédérale. La balance commerciale se détériora de manière dramatique. La demande accrue des ménages privés alimenta les importations. Mitterrand se sentit contraint de réadapter lentement la politique économique à celle de ses partenaires de la communauté européenne. La stabilité monétaire redevint une priorité. Pour Schmitt, ce fut une première victoire le système économique européen ayant passé avec succès son premier test. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il perdit son poste de chancelier fédéral, son successeur étant en 1982 Helmut Kohl du parti CDU. Il occupa cette fonction pendant 16 ans jusqu'en 1998. Mitterrand régna également longtemps. Il fut réélu une deuxième fois, si bien que son mandat dura jusqu'en 1995. Au cours de ces années, les deux sociétés étaient plus proches que jamais auparavant dans l'histoire. L'économie française a commencé à imiter l'économie allemande. Mais le taux de chômage était beaucoup plus élevé en France qu'en République fédérale. Après son élection, Kohl s'est empressé de se rendre à Paris, où il a tout d'abord cherché à rencontrer Mitterrand. Jusqu'au début du mois de décembre 1989, Mitterrand et Kohl se sont rencontrés environ
80 fois. Plusieurs gestes symboliques de ces années sont restés dans les mémoires. Par exemple, la photo où les deux hommes se tiennent main dans la main sous une pluie battante devant les tombes des soldats morts à Verdun, qui a également été considéré comme un symbole de la réconciliation franco-allemande. La photo se date du 22 septembre 1984. 3 ans plus tard, en 1987, Kohl et le premier ministre français Chirac se sont rendus sur la tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, ce qui a également fait sensation dans les médias. En 1988, les deux hommes ont créé un conseil économique et financier et un conseil de défense de sécurité. La rencontre de 1984 à Bad Kreuznach a été considérée à certains égards comme un tournant dans le tandem franco-allemand. Kohl a déclaré qu'une coopération militaire était désormais nécessaire, car les États-Unis se retireraient d'Europe à moyen terme, selon lui. Mitterrand a alors ouvert la perspective d'une coopération technologique globale entre les deux pays et, au-delà, en Europe. Le programme baptisé Eureka fut donc lancé par Mitterrand après cette déclaration commune. Ce programme était conçu comme une alternative au programme de défense américain SDI, mais c'est précisément pour cette raison que les Allemands l'ont accueilli avec une certaine réserve. De manière générale, la coopération entre la France et la République fédérale en matière d'armement fonctionnait très mal. Le satellite de reconnaissance proposé par la France, qui aurait dû réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis, a échoué. Il en a été de même pour le projet de navette spatiale Hermès. Malgré toutes ces déceptions, Kohl et Mitterrand ne voyaient pas d'alternative à une politique de sécurité commune. Mais les événements des années suivantes ont montré à quel point les événements de l'histoire mondiale sont imprévisibles. En Union soviétique, Gorbatchev fut nommé chef d'État et surprit le monde entier avec son programme de réforme. En 1986, il rencontra Reagan à Reykjavik. Dans le traité INF de décembre 1987, ils ont décidé de la solution double zéro, c'est-à-dire le démantèlement des missiles américains à moyenne portée qui venaient d'être installés, ainsi que des SS-1 pointés vers l'Europe centrale. La dénucléarisation de l'Europe a été vue d'un œil inquiet tant par la République fédérale que par la France. Les deux pays ont ressenti une pression particulière pour faire avancer leur coopération en matière de politique de sécurité. À cet égard, le sommet franco-allemand de 1988 à Paris a été un événement particulièrement important. Pour la République fédérale, il s'agissait de renforcer l'alliance ouest européenne et pour la France de relancer l'Union est-européenne. Ce fut peut-être le dernier moment où les deux pays ont agi main dans la main sur la scène européenne pendant une longue période. Au cours des années suivantes, l'Allemagne, et alors pas seulement la partie occidentale du pays, a occupé le centre de la scène européenne. Voilà, pour cette petite présentation, je me suis principalement appuyée sur les publications du Centre fédéral pour l'éducation politique,
Bundeszentrale für politische Bildung, sur le livre de Gilbert Zibora et la publication collective de G.K. Carson, Jean-Jacques Chevalier et Olivier Duhamel, que vous voyez ici et que je vous recommande vivement.